Donc là, on va accueillir Xavier Geffroy qui va parler de son insertion professionnelle, celui qui est sorti de formation à la session de 2014. Bonjour à tous, je vais d'abord me présenter succinctement et vous présenter surtout mon parcours professionnel, donc, qui a été un peu rapide, on va dire, parce que je suis passé directement du bac au DTS à Flers et directement après j'ai pu trouver un employeur. Donc, pour ma part, je m'appelle Xavier Geffroy, je suis actuellement manipulateur à Bayeux, donc en scanner, radiologie et IRM. J'ai fait mon apprentissage donc, à Paris, j'ai fait en région parisienne, j'étais dans le 92. Et suite à mon apprentissage, j'ai été pris en CDI pendant 1 an et demi et je suis venu ici à Bayeux. Donc l'apprentissage, je pense que tout le monde connaît le système d'apprentissage pour les maçons, les plombiers. Donc pour le DTS, c'est à peu près le même dispositif. Donc on a la possibilité, il faut le savoir, de faire cette formation sous le système d'apprentissage. Donc ça ne change pas grand-chose par rapport à la formation que vous faites, je crois qu'il y a Rouen, Caen, etc. Donc la seule chose qui change, c'est qu'on fait beaucoup. Pour ma part, j'étais de l'ancienne réforme, donc j'ai fait pas mal de stages en plus. Je ne sais pas combien de semaines de stage vous êtes actuellement. Nous, on en avait 63, entre 63 et 65, je crois. Donc l'apprentissage nous permet surtout d'acquérir une conscience professionnelle qu'on n'a pas forcément dès le départ. Donc, c'est vrai que ça se fait par rapport au stage qu'on acquérit cette conscience. Et surtout, ça nous permet d'acquérir un savoir-faire qui, dans notre domaine, est très très important parce que sans pratique, le savoir-faire n'arrive pas instinctivement. Donc l'apprentissage, où on peut le faire? Donc en fait, on peut le faire un peu partout, que ce soit dans les hôpitaux publics, dans les cliniques ou dans les cabinets privés. Même si actuellement les hôpitaux publics sont un petit peu réticents, mais ils sont simplement réticents parce qu'ils ne connaissent pas bien le système de l'apprentissage. J'ai vu en région parisienne, donc une fois que j'étais employé, ce système mis en place, notamment à l'AP-HP. C'est pas tout à fait la même notion d'apprentissage que nous, mais il faut savoir qu'elle existe depuis un bon moment déjà en région Île-de-France. La durée de l'apprentissage. Donc en fait, c'est surtout la deuxième et la troisième année. La première année étant avant la réforme, surtout les bases théoriques. Et on pouvait faire l'apprentissage en deuxième et troisième année, à condition bien sûr qu'on ait trouvé un employeur. Donc là, je vais y revenir, c'était un peu le point le plus compliqué, et ce qui va être compliqué aussi pour vous, trouver un employeur, même après les études. Les avantages pour l'étudiant à faire sa formation sous l'apprentissage. Donc, je l'ai déjà dit, il y a eu beaucoup de stages, donc beaucoup de pratiques. La pratique, c'est finalement ce qui est le plus important, je vais dire, parce que ça nous permet de trouver parfois les mots face à des patients, les mots qu'on a le droit de dire et surtout les mots qu'on ne doit surtout pas leur dire. Parce qu'après tout, on n'est pas des médecins, il y a des choses, il y a des mots qu'on ne doit pas leur dire. Souvent, les patients savent leur état, mais voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas empirer. Et donc, les situations difficiles, on arrive à les maîtriser au fur et à mesure parce qu'on en fait beaucoup. Enfin, on a beaucoup ces situations. Une meilleure insertion professionnelle. Donc, la meilleure insertion professionnelle due au fait qu'on ait fait beaucoup de pratiques et surtout qu'on ait pu se faire connaître. Se faire connaître, ça va être, vous allez le voir, le plus important. Votre futur employeur, ça va être, on va dire, dans les 3/4 des cas, un lieu de stage où vous êtes allé pendant vos études. D'accord? Donc ça va être vraiment très important pendant vos stages actuellement de pouvoir vous faire remarquer en bien. Il ne faut pas non plus faire le guignol.
Et il faut surtout voilà, être très studieux en ce moment pour avoir une meilleure insertion professionnelle. Donc la mise en situation parfois compliquée, je l'ai déjà dit. Donc l'éventuelle embauche. Suite à l'apprentissage, souvent, on nous propose, après donc les 2 ans, enfin l'année ou les 2 ans d'apprentissage, on nous propose un contrat de travail. Donc ça a été mon cas, par exemple, moi en région parisienne, on m'a proposé directement à la sortie de l'école, donc qui s'est fait fin juin, je crois qu'on a fini le 28 juin, j'ai eu la réponse de mon diplôme qui était positive et j'ai commencé le 1er juillet en CDI. Donc c'est déjà un soulagement, on sait qu'on a déjà trouvé un employeur. En général, ils nous font déjà une promesse d'embauche à la fin de l'apprentissage. Et ce qui n'est pas à négliger aussi pour les étudiants, c'est toujours un bonus, le revenu mensuel. Donc effectivement, on est en apprentissage, donc on a un revenu qui n'est pas à négliger et qui nous permet d'avoir une certaine autonomie. Ce qui n'est pas écrit aussi là, j'aurais pu le rajouter dans l'avantage pour l'étudiant, c'est que l'apprentissage, donc le fait de faire beaucoup de stages, augmente la confiance qu'on a en soi. Souvent, on arrive au départ, on n'est pas très confiant, on n'arrive pas à perfuser les patients, voilà, etc. Donc là, on a vraiment une confiance en soi qui vient donc de la part du patient, mais aussi et surtout de la part de l'équipe, parce que le fait d'être apprenti, on appartient à l'équipe et on fait vraiment, comme on dit, une dream team par chez moi. On est vraiment une équipe soudée à la fin. Les avantages pour l'employeur. Donc, pour l'employeur, cette période peut être vue comme une période d'essai. Une longue période d'essai. Donc, au début du contrat, vous verrez, en général, les périodes d'essai sont de 2 mois. L'apprentissage peut être vu pour le patron comme une longue période d'essai, donc soit de 1 an, soit de 2 ans, où il va apprendre à vous connaître et apprendre à connaître votre façon de travailler. Donc ça, c'est important parce que si le radiologue ne sait pas comment vous travaillez, il faut qu'il ait un minimum de confiance pour pouvoir vous laisser en toute autonomie travailler. Donc l'étudiant connaît les habitudes de travail, donc ça c'est surtout dans le cas où vous serez embauché suite à l'apprentissage. Et surtout pour l'employeur, donc ça c'est des choses à dire quand on cherche un employeur et qu'on est apprenti, pas forcément que dans le DTS, mais dans tous les apprentissages, il y a des aides gouvernementales qui leur sont proposées, donc au final le salaire qu'on perçoit n'est pas du tout le salaire que eux payent. Il y a beaucoup de réductions qui leur sont proposées. Le système de l'apprentissage, c'est bien, mais il y a aussi quelques limites. Donc les plus grandes limites, c'est surtout la limite des spécialités. Quand on trouve un apprentissage, le plus important va être de trouver un apprentissage, enfin un lieu d'apprentissage où il peut y avoir à peu près toutes les spécialités. Parce que voilà, vous vous doutez que tous les hôpitaux n'ont pas forcément le scanner, l'IRM, la médecine nucléaire et la radiothérapie. Mais il faut quand même que vous fassiez vos stages dans ces spécialités. Donc le souci dans ce cas-là, c'est qu'il faut bien expliquer à l'employeur que vous devez quand même, vous êtes encore en formation, vous devez vous former sur ces spécialités qui sont pas présentes dans la structure. Et dans ce cas-là, vous devez sortir de cette structure. Donc ça peut être vu ça peut être mal vu par le patron parce que, en final, il peut penser qu'il vous paye alors que vous n'êtes pas dans sa structure, mais ça sera plutôt à son bénéfice après parce que vous allez acquérir d'autres compétences. L'apprentissage est peu connu, donc voilà, comme je l'ai dit, mis à part l'école de Flers en Normandie et du coup la PHP qui ont un système d'apprentissage un peu particulier, en France, il n'y a pas encore ce système qui est développé et je trouve que c'est un peu dommage parce que, pour toutes les raisons que je vous ai dit avant, pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages que de limites à cet apprentissage. Et le dernier point, c'est le statut qui peut parfois être mal défini. Je pense surtout, je vais pas faire des catégories, mais les cabinets privés et les médecins radiologues privés, qui peuvent prendre un apprenti pour un employé à part entière. Alors en aucun cas, vous êtes un employé à part entière. Vous êtes là pour être formé. Vous devez être suivi dans tous vos stages, dans toutes les spécialités. Bon, même si en 3e année, on laisse un peu plus de marge parce que
vous devez avoir l'autonomie et troisième année, vous êtes quasiment professionnel, si je puis dire. Il faut absolument que vous sachiez que vous êtes que des étudiants et voilà, vous n'avez pas la responsabilité d'un professionnel. Donc quelques astuces pour l'apprentissage et surtout aussi pour le jour où vous ferez des rencontres avec votre peut-être futur employeur. Donc c'est ce qu'on a dit tout au long de la journée, hein, se renseigner, donc tout simplement se renseigner sur la structure dans laquelle vous postulez. Donc c'est sûr que vous n'allez pas dire à la structure j'aimerais travailler en radiothérapie si ils n'en font pas. Ça fait un peu moyen. Se renseigner sur le type de structure que c'est. Donc en général, que ce soit public ou privé, on sait faire la différence, mais il y a aussi d'autres structures, des structures privées à but non lucratif. Donc il faut bien savoir distinguer les différentes structures. Se faire connaître. Donc se faire connaître, ça va être, je vous l'ai dit, comme un des points les plus importants aussi. Pendant les stages, vous, c'est votre cas, c'est votre dernière année. Donc il est très très important que vous fassiez connaître pendant les stages, que vous appreniez bien, que lorsqu'on vous dit une chose, vous puissiez l'assimiler, qu'on n'ait pas à vous le dire 15 fois, parce que ça reviendra forcément aux oreilles d'un éventuel cadre. Et surtout, le monde des manipulateurs et de la radiologie est petit et on sait se renseigner un peu partout entre interhôpitaux en fait. Et le dernier point, c'est être sûr de soi. Donc c'est un peu facile à dire, mais pendant un entretien, il faut être sûr de soi et surtout être sûr de ce que l'on dit. On ne va pas dire quelque chose si on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Il vaut mieux rien dire que dire des bêtises. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'apprentissage ou par rapport à l'insertion professionnelle. Ça ne fait qu'un an que je suis parti, donc je suis encore un peu comme vous, genou. Personne ? Merci. Donc on va pouvoir continuer. C'est Camille ensuite. Sur l'insertion professionnelle en médecine nucléaire. Alors, bonjour à tous et à toutes, donc, je me présente, je m'appelle Camille, j'ai 22 ans, donc je suis actuellement manipulatrice au sein du centre Henri Becquerel à Rouen et je vais vous présenter mon insertion dans la vie professionnelle, donc notamment dans un service de médecine nucléaire au centre Henri Becquerel. Donc, j'ai obtenu mon diplôme en juillet 2015, l'année de sortie de la première promo issue du système LMD. Donc, durant mes 3 années de formation, j'ai essentiellement effectué mes stages sur Rouen et Le Havre en privilégiant en fin de cursus les disciplines qui m'attrayaient le plus, donc notamment la médecine nucléaire et le scanner. À partir de janvier 2015, j'ai commencé les démarches pour les entretiens d'embauche. Donc, j'ai rédigé mon CV, mes lettres de motivation et je les ai envoyées dans tous les établissements de Rouen, du Havre. Sur la période mai-juin, j'ai obtenu 3 entretiens d'embauche, donc un à Pont-Audemer, un à Jacques-Monod au Havre et un au centre Henri Becquerel à Rouen. Donc nous, à l'école de Rouen, pour nous y préparer, on avait eu des simulations d'entretien d'embauche avec nos formateurs sur une discipline choisie. Donc moi, par exemple, j'avais choisi la médecine nucléaire et chacun d'entre eux m'avait posé des questions type d'entretien d'embauche que
que j'aurais pu retrouver lors d'un vrai entretien, un peu comme ce que vous faites cet après-midi en fait. Donc moi cet exercice-là, ça m'avait permis une meilleure visualisation de ce qu'était un entretien d'embauche, étant donné que j'en avais jamais passé. Et ça m'a permis de pouvoir prendre en compte les remarques qu'on avait pu me faire, donc, notamment en termes d'argumentation sur les questions qu'ils avaient pu me poser, d'élocution, de tenue. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon exercice parce que les entretiens que j'ai passés par la suite étaient vraiment très semblables à cette simulation. Donc en termes de préparation, avant chaque entretien d'embauche, je m'étais renseignée sur les établissements. C'est forcément plus facile quand on y est passé en stage, mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à se rendre sur les sites internet pour connaître un peu le matériel, l'activité qu'on y fait. J'avais aussi préparé des questions types d'entretien d'embauche qu'on peut retrouver sur internet, comme pourquoi avez-vous fait le choix de cette formation, avez-vous rencontré des difficultés durant vos stages, quelles sont vos qualités, vos défauts, qu'est-ce que le travail en équipe pour vous, donc ce genre de questions. Donc à mon sens c'est important de bien les préparer en amont de l'entretien pour pouvoir bien argumenter et que ce soit fluide le jour J. Donc mon poste actuel. Donc en juillet 2015, suite à mon entretien d'embauche et mes nombreux stages effectués dans l'établissement, j'ai obtenu un CDD de 6 mois au centre Henri Becquerel dans le département d'imagerie, donc à 70% en médecine nucléaire et à 30% en radiologie. Et à la fin de ce contrat, j'ai obtenu un CDI, donc toujours sur les deux secteurs. Donc les avantages d'être sur deux secteurs, donc à mon sens, ça permet d'avoir un meilleur suivi sur les patients. Donc très souvent en médecine nucléaire, il m'arrive de réaliser la scintigraphie osseuse de patients que je retrouve la semaine d'après en radiologie pour le contrôle de la pose de leur catépique ou de leur chambre implantable. Donc ça permet un contact un peu plus prolongé avec le patient. Je pense aussi que c'est une richesse pour le manipulateur de pouvoir exercer sur différentes techniques. Donc pour ma part, aussi bien en imagerie anatomique qu'en imagerie fonctionnelle. Ça permet aussi d'optimiser les compétences et de ne pas perdre la pratique qu'on a pu acquérir durant les 3 années de formation. Le travail est du coup rendu moins monotone, moins routinier, dans le sens où on travaille avec 2 équipes différentes, sur 2 techniques différentes, avec des organisations de services qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, par exemple, en radio, c'est surtout des patients internes hospitalisés à Becquerel qui viennent pour des contrôles de sonde nasogastrique ou de catépique. Donc ça va surtout être le manipulateur qui va gérer son programme de la journée en sollicitant les brancardiers, ce qui peut lui laisser le temps pour s'occuper de tâches annexes en parallèle, ce qui est un peu plus compliqué en médecine nucléaire étant donné que c'est surtout des prises de rendez-vous de patients externes. Ça possède aussi du coup des inconvénients de travailler sur 2 services, donc notamment en termes d'intégration. Il faut essayer de trouver sa place dans les 2 services, dans les 2 équipes. Il faut avoir une bonne capacité d'adaptation. Et je pense qu'un manipulateur qui va être sur 2 postes va avoir une acquisition de la performance moins rapide sur chaque poste, mais du coup un champ d'exercice plus large et de compétences. Donc forcément qu'un manipulateur à temps plein sur une seule et même technique sera plus expert qu'un manipulateur qui va et vient entre plusieurs postes. Donc, mes objectifs personnels professionnels, donc, ça serait d'évoluer au sein du département d'imagerie, donc notamment obtenir des formations machines, donc pourquoi pas le PET scan ou le labo chaud pour la préparation des radiopharmaceutiques. Donc nous dans le service, c'est des formations qui se font accompagnées d'un manipulateur référent. Donc le manip en formation va être suivi tout au long de sa formation par ce manipulateur et il aura un livret de formation qui lui expliquera un peu ce qu'il doit faire durant sa formation. Donc il y a des jours où un jour par exemple il va devoir se concentrer sur des procédures, le lendemain ce sera autre chose. Et cette formation elle est clôturée par une évaluation. Donc c'est ce qu'on appelle les EPP, les évaluations des pratiques professionnelles. Donc c'est sous forme de grille d'évaluation en fait. Et ça permet de faire le point avec le manipulateur en formation à la fin de sa formation. Donc c'est plutôt une aide pour lui, voir s'il y a des points qui restent à éclairer ou si au contraire la formation s'est bien passée.
Et j'aimerais bien aussi, donc pourquoi pas avoir des formations plus spécifiques, notamment sur la prise en charge de la pédiatrie. En médecine nucléaire, on s'occupe assez souvent d'enfants dans des contextes un peu difficiles et le service n'est pas forcément dédié pour eux. Donc je pense que c'est important pour le manipulateur de pouvoir mettre tous les moyens en œuvre pour une prise en charge optimale de la famille et des enfants. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, moi, j'ai pas de questions, mais je vais apporter ma petite contribution. Parce qu'en fait, si vous avez fait partie de notre groupe de speed dating de l'autre côté, vous avez vu que l'offre d'emploi qui était proposée correspondait en fait à l'offre pour laquelle Camille a postulé à l'époque, en fait. Et j'ai fait son entretien de recrutement à Camille. Et je voulais vous faire un tout petit retour d'expérience justement sur cet entretien, comment ça s'est passé et pourquoi justement Camille a été prise lors de cet entretien pour ce poste. Donc c'était un poste partagé médecine nucléaire radio pour ceux qui sont passés dans le groupe de speed dating. Et ce qui a été vraiment remarqué chez Camille, c'est le fait qu'elle ait préparé son entretien. Le plus important en fait, c'était la préparation de son entretien. Là aujourd'hui, j'en ai fait passer 12 et j'en ai quand même pas eu énormément de préparés. D'accord, on vous a donné ce matin, mais il y a eu le temps, on a présenté un petit peu comment se passait un entretien, quelles sont les choses qu'on attend d'un entretien, un petit peu dans un ordre, un petit peu structuré. Et pour le coup, on a eu des entretiens où j'ai trouvé peut-être que c'était fait un petit peu à la va-vite. Ce qui a été vraiment l'atout de Camille, le jour où elle est venue à son entretien. Après, bien sûr, c'est un entretien qui était beaucoup plus préparé. Elle a eu le temps de se renseigner, elle a eu le temps de travailler son entretien, mais c'était ça, c'était que l'entretien était structuré et préparé. Donc, se renseigner sur l'établissement dans lequel on va travailler, ça reste très très important. Ce que j'ai exprimé aussi tout à l'heure à certains candidats, c'est que peut-être on ne connaît pas la structure. Donc là, vous ne connaissiez pas peut-être un centre de lutte contre le cancer, mais vous connaissiez par exemple la radiologie, vous connaissez la médecine nucléaire, et vous avez certainement fait un stage, soit de radiothérapie, dans une structure où on accueille des patients pour le cancer. Raccrochez-vous à ça, raccrochez-vous aux patients. Mettez le patient au centre de vos préoccupations, notamment quand vous allez vous présenter sur un tel type de poste. Oui, moi, ce que je veux faire, c'est de la médecine nucléaire, de la radio, c'est pour le bien du patient. On m'a parlé, quelqu'un a eu vraiment le bon terme, et tu l'emploies, toi, dans ta présentation, c'est le suivi du patient, en fait. Le patient que Camille peut voir en radio, elle peut aussi le voir en médecine nucléaire la semaine suivante, et ça, c'est un vrai avantage quand on va commencer à dire des choses comme ça. En fait, bien lire l'annonce d'un bout à l'autre, en fait. Sur l'annonce, il y a plein d'informations. Et il y a plein d'informations dont vous allez avoir besoin pour structurer votre entretien. Donc c'est vous qui le menez un peu quand même l'entretien, tout du moins toute la première partie. Et si la première partie est dure, oui, bonjour, je m'appelle Manuel Brachini et je suis manipulateur depuis 2 ans. Voilà, ça fait un peu court. Donc là, n'hésitez pas. Ça, il faut que ça soit préparé, il faut que ça soit bien structuré. Ça doit durer au moins, limite, les 5 minutes de speed dating, là, ils auraient pu être sans question. Ça pourrait être presque 5 minutes, vraiment, de présentation, de se poser, de dire qui on est, dire pourquoi on a postulé, dire pourquoi on a été attiré par cette offre, parce que c'est une structure qui nous intéresse, parce que le patient est au cœur de nos préoccupations et compagnie. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce poste, de bien préparer, de bien structurer son entretien. Ensuite, par rapport juste au poste sur lequel aujourd'hui Camille évolue, c'est un gros avantage aussi. Donc là, on n'est plus du tout dans le recrutement, elle y est. C'est un gros avantage pour elle parce qu'elle garde un pied en radio, elle garde un pied en médecine nucléaire. À cette époque-là, c'était aussi un peu stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'était un CDD. C'était pas sûr que ça se termine par un CDI, tant mieux pour elle, Camille, elle a eu un CDI aujourd'hui, mais c'était pas non plus sûr que ça se termine comme ça. Donc il y avait aussi un côté assez stratégique dans sa démarche, du fait de ne pas se fermer sur une spécialité. S'ouvrir à un poste comme ça, si le CDD s'était arrêté au bout de 6 mois, au prochain entretien, elle serait arrivée avec une expérience de médecine nucléaire et une expérience de radio. Donc là, tout de suite, le recruteur, il est aussi satisfait parce qu'il se dit qu'il ne va pas avoir quelqu'un qui s'est déjà un peu spécialisé sur un domaine. Donc voilà.
Ensuite, ce qui est important sur ce poste aussi, ce type de poste, c'est qu'elle l'a très bien dit, Camille, c'est qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se dire je vais faire de la mammo, de l'écho, du scanner, de l'IRM, de la scintigraphie et du PET scan et du labo chaud. Donc ça se fait au fur et à mesure. Chez nous, elle a parlé de la qualification par poste. Clairement, tant qu'on n'est pas qualifié à un poste avec une formation qui est structurée, encadrée, on ne passe pas sur le poste. Donc Camille, elle tourne sur des postes sur lesquels elle maîtrise ces postes, en fait. Donc ça, c'est un accompagnement. Voilà. Vous avez d'autres questions? Enfin, c'était pas une question d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Si, je pense que ça. Maintenant, on va parler de la prise en charge de l'enfant. C'est Gaëtan et Madame Leclerc. Alors bonjour à tous, moi je suis Gaëtan, je viens de Paris, je suis étudiant en 3e année à l'ENCPB et je suis aujourd'hui accompagné pour ma présentation de Madame Leclerc Valérie, qui est une de mes professeurs coordinatrices à l'école et qui nous a fait des cours sur la pédiatrie et qui est à l'origine de ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc moi je vais vous parler un petit peu de la partie rébarbative de ce projet et comment s'est axé en fait ce projet que j'ai demandé aux 3e année d'un point de vue déjà législatif, au point de vue des recommandations notamment de l'HAS et de tout ce qu'on va demander aux manipulateurs et notamment sur la prise en charge spécifique pour l'enfant. Donc j'ai mis en gras des mots-clés, on demande quand même à nous soignants une très bonne information et surtout que cette information soit adaptée à l'âge de l'enfant et surtout en fonction de sa maturité. Donc là, on ne voit pas, c'est très petit, mais c'est la Charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé. Et dans cette charte, on retrouve sur les 10 articles, 4 articles qui sont axés sur la communication et la prise en charge spécifique de l'enfant. Vous savez que dans le référentiel sur lequel on travaille avec vous, ce référentiel, il est découpé en compétences et en activités. Et puis, dans ce projet que j'ai demandé de réaliser avec les 3e années, j'ai recoupé certaines activités, comme l'activité 1 avec l'accès sur la communication, l'activité 2 sur la formation, l'activité 3 sur la coordination et la 10 sur la production d'études et de travaux de recherche. Parallèlement à ces activités, ils ont développé particulièrement la compétence 6, notamment pour la prise en charge adaptée et adapter le langage à la pédiatrie. Ce projet, il était aussi axé par rapport aux 3e années parce qu'ils ont quand même acquis une certaine expérience avec les stages et une expérience aussi, une maturité, avec la finalité de la formation qui est finalement de comprendre les cours magistraux, d'agir en TP et puis surtout de transférer ensuite cette information et de transmettre l'information. Je vous ai mis une petite référence littéraire sur ce qu'est une compétence. Et puis on partait ensuite de la fiche UE, ça c'est la fiche que vous connaissez qui est dans le référentiel de formation, sur la prise en charge spécifique du nouveau-né que vous avez eu en S5. Donc, dans un premier temps, les 3e années, comme vous, ils ont eu les cours magistraux. Donc, nous, moi, le cours s'est passé comme ça. On est parti des généralités. Donc, on a parlé des statistiques, des actes d'imagerie. On a parlé particulièrement des contentions adaptées à la pédiatrie, de la communication avec la famille et avec l'enfant. On a fait un gros chapitre sur la prise en charge de la douleur adaptée à l'âge et puis sur la prémédication. Ensuite, on est passé sur le chapitre spécifique sur les protocoles adaptés en imagerie, en IRM et en TDM, ces protocoles étant les références de la Société française de radiologie. Voilà sur les généralités, je vais vous développer un petit peu ce que moi j'ai retenu, ce qui m'a semblé essentiel de parler pour la pédiatrie. Donc tout d'abord, la pédiatrie, il ne faut pas oublier que c'est de 0 à 18 ans, ça veut dire qu'on est
censé s'occuper d'enfants de 0 à 18 ans. Et donc il y a plein d'étapes importantes, comme l'apprentissage de la lecture et l'adolescence, entre autres, qui vont orienter notre prise en charge qui va être complètement différente. Ensuite, il y a l'environnement. Je pense que c'est important d'avoir un environnement adapté pour prendre en charge les enfants. Par environnement, j'appelle ça les locaux, mais il y a aussi le personnel qui doit être formé sur la pédiatrie, que ce soit les médecins ou les manipulateurs. Donc ici, pour illustrer, on peut voir des salles de radio et des salles d'attente qui ont été complètement décorées. Je pense que vous avez déjà pu voir ce genre de photos, même si on ne les voit pas encore forcément dans les hôpitaux. Alors, en troisième point, c'était les relations multiples. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en pédiatrie, souvent, les enfants ils viendront accompagnés de leurs parents. Il ne va pas falloir gérer que l'enfant, mais aussi les parents. Donc c'est une relation à 3 voire 4 quand le médecin va être là. Et donc il faut que chacun trouve sa place et savoir à qui s'adresser, si on s'adresse à l'enfant, aux parents, et des relations qu'il peut y avoir entre l'enfant et le parent. Donc après, les contentions, c'est un point important, parce que ça peut effrayer les parents souvent quand on commence à les utiliser avec les enfants. Il ne faut pas oublier que ça sert à leur bientraitance et à la sécurité de l'enfant pendant l'examen. Et c'est aussi un moyen de radioprotection, parce que si on utilise des bonnes contentions pour son examen, on va éviter de refaire des radios bêtement. Donc là, on peut voir 2 exemples de moyens de contention, avec un petit nourrisson qui est planché et une gamelle de Lefebvre pour faire les radios de thorax, par exemple. Le point suivant, c'est la radioprotection, la traçabilité. Donc, je ne vais pas vous rappeler le principal ARA, mais il faut bien l'avoir en tête et l'appliquer en pédiatrie. Et on peut aussi avoir des logiciels de suivi de dose, comme on vous a parlé tout à l'heure avec Dosewatch, mais aussi le carnet de santé qui peut être utilisé. Et enfin, pour finir, le point essentiel, c'est les pathologies spécifiques à la pédiatrie qu'on retrouve exclusivement chez l'enfant. Donc pour illustrer, on peut retrouver des reflux comme ceci, ou encore des scolioses comme ça. Voilà, donc une fois que les cours magistraux ont été terminés, les élèves de 3e année sont arrivés pour la partie TD. Donc les TD, maintenant vous le savez, ces TD ils vont servir à illustrer un petit peu et à approfondir le cours magistral. Alors là, le TD était un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il fallait lancer un défi aux 3e année, les mettre vraiment devant une situation un petit peu difficile. Mais j'avais entièrement confiance en eux, donc pas de problème, même si eux n'ont pas tout à fait, au départ, été très confiants. Et puis ce défi, il leur a servi à mobiliser tout leur savoir, les connaissances qu'on avait vues ensemble en cours magistraux, et puis à s'adapter en fonction de leur maturité, et puis à toutes les compétences qu'ils avaient vues en cours magistraux et en stage. Donc il n'y avait pas beaucoup d'heures de TP finalement pour réaliser ce travail, mais ça s'est très très bien passé. Je leur ai demandé de constituer des groupes pour ce projet. Je leur ai demandé de constituer des groupes de 6 personnes maximum. Et puis voilà, le premier TD est arrivé. Ils savaient qu'il y avait une idée derrière tout ça. Ils ne savaient pas encore quoi, donc ils sont arrivés au premier TD. Et puis je leur ai dit, voilà, cette année, vous allez réaliser un projet didactique. Vous allez expliquer à des enfants de 6 à 10 ans comment ils doivent se comporter quand ils vont aller à l'hôpital pour réaliser un acte d'imagerie. Et puis vous avez libre choix du support, de la modalité de l'examen. Vous avez eu tous les cours magistraux, vous savez comment on doit prendre en charge un patient, vous savez maintenant les spécificités en fonction des âges. Sachez que vos projets ils vont être présentés dans une école primaire et que ce sont les enfants qui vont voter pour le projet qui leur a permis le mieux de comprendre comment on passe une radio, ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont compris, etc. Donc je ne vous cache pas que leur tête n'était pas toute souriante, mais ça leur a permis de transférer ce qu'ils avaient vu, de comprendre, parce que pour certains, les cours magistraux étaient très frais, et puis je ne sais pas pour vous, mais chez nous, ils n'apprennent pas tous au fur et à mesure. Donc ils ont repris les cours pour comprendre un petit peu ce dont il était question, et puis ils ont agi tous ensemble, parce que là, ils n'avaient pas le choix, et puis ils ont fait de superbes projets. Donc, comme l'a dit ma professeure, quand on nous a annoncé le sujet, on a un peu tous tiré à la tronche parce qu'on avait les partiels dans 2 semaines. Donc on s'est dit encore du boulot en plus, c'était pas prévu. Donc on faisait un peu tous la tronche au premier cours. Donc là derrière moi il y a toutes les étapes du projet qu'on a fait. Donc la première ça a été de créer des groupes d'élèves. Donc ça peut paraître très simple dans une classe, mais on se connaît tous, comme vous je suppose d'entre vous dans la classe. Et on sait très bien qu'il y en a qui font rien, d'autres qui sont leaders et d'autres qui vont travailler plus.
Mais tout bêtement, comme un bon groupe, on reste souvent entre affinités, et là ça a été le cas, donc dans chaque groupe c'était très diversifié, il y en avait ceux qui bossaient pas, ceux qui bossaient, et on est parti comme ça. Ensuite, le deuxième point, c'était le choix du domaine d'imagerie, donc là on n'avait aucun élément obligatoire, on pouvait aller vraiment dans toutes les modalités, et c'était à nous de réfléchir pourquoi prendre une plus que l'autre. Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce qu'on va plus les toucher en prenant une modalité qu'une autre? Donc après propre réflexion, souvent on s'est dit que c'était intéressant de prendre un examen qu'ils allaient rencontrer le plus rapidement possible, comme un panoramique dentaire ou une radio du membre supérieur, un poignet ou quelque chose comme ça. Ensuite, il a fallu choisir un support. Donc ça a été un point très très important, parce que le public est de 6 à 10 ans, et entre 6 et 10 ans, il y a l'étape de la lecture. Donc cette étape-là est importante, il faut bien la prendre en compte, parce que est-ce qu'on va prendre un support audiovisuel, un support écrit comme un livre, est-ce qu'on fait des sketchs? Rien n'était imposé encore une fois, donc c'était à nous de réfléchir qu'est-ce qui va mieux s'adapter à cette tranche d'âge. Et donc vous verrez après, on est tous partis dans des objectifs différents de support. Ensuite, on a réalisé les projets. Donc pour réaliser les projets, on avait pour consigne de ne rien dépenser ou le minimum possible. Donc pour cela, on a dû faire un maximum de récupération, la peinture de la petite sœur qui est au collège, le carton dans la rue, des trucs comme ça. Et on s'est tous après réparti les tâches et ramené plein de choses à l'école pour bricoler comme si on était au collège ou encore au primaire. Donc se retrouver en cours en train de faire de la peinture, utiliser le pistolet à colle, pour faire tous nos projets. Donc il faut savoir que ça nous a pris pas mal de temps quand même, parce qu'au bout des 8 heures, il y en a qui avaient fini, mais il y en a d'autres qui n'avaient pas fini. Mais on est quand même revenu au final sur nos propres heures pour finir ce projet, qui nous a vraiment passionnés au fur et à mesure. L'exposition à l'école, on n'a malheureusement pas pu y aller, parce que c'était au mois de décembre qu'on a réalisé ce projet, et qu'à Paris, il y avait les alertes attentats au maximum, on avait interdiction de sortir de l'école, on était en prison. Donc c'est ma professeure qui est là, qui s'est chargée de réaliser l'exposition à l'école. Donc voilà nos quelques projets qu'on a fait. On peut voir un livre sur le thème des lapins crétins ici. Donc on les a ramenés, on peut vous les montrer. Si vous voulez, vous pourrez les regarder après en réel. Donc voilà, avec une couverture super. On a une BD sur les Simpsons qui a été fait en bas. Et on a aussi un livre sur Agnès qui passe une radio avec des mignons. Donc je vais vous montrer 2 exemples aussi de vidéos qui ont été faites pour ce projet. Alors, il faut le temps que ça charge. Ah, il n'y a pas le son. Tout à l'heure, il y avait le son. Ça vient du PC, mais... Tout à l'heure, il y avait le son, ça va mieux. Donc ça, c'est réalisé avec des petits personnages qu'ils ont fait eux-mêmes en pâte fimo. Et ils ont réalisé tout le décor à l'école. Et puis c'est fait en photo animée. Ils ont pris une succession de photos qu'ils ont ensuite mis en scène. Je ne sais pas si vous entendez bien, en tout cas, voilà, on passe l'étape de la présentation où la secrétaire va donc accueillir l'enfant et puis elle lui demande de patienter un petit peu jusqu'à ce que Super Mario, le manip, arrive pour s'occuper. Donc tout est fait maison, hein, en sachant qu'ils n'ont eu que 8 heures pour le faire. Hein. Donc, voilà, donc là, l'astuce des étudiants, c'était vraiment de prendre les personnages cibles de la tranche d'âge hein, et de cibler au maximum pour intéresser les enfants, avec les garçons, les petites filles, les plus petits, les plus grands. Et puis une autre vidéo qui est partie sur une modalité un petit peu différente, mais assez judicieuse parce que on arrive au primaire sur un âge où les enfants vont régulièrement commencer à avoir des problèmes dentaires.
vous avez bien compris, ça symbolise le panoramique dentaire. Hein. Voilà, donc ça c'est 2 exemples de vidéos qui ont été faites cette année. Alors, suite à l'exposition, donc les enfants ont voté pour les projets. Donc voilà le résultat des votes. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y avait 8 projets et les 8 projets ont des votes. Donc pour nous, c'est déjà une super réussite. Après, en analysant un peu plus ces résultats, on peut se rendre compte de plusieurs choses. On se rend compte que les CP CE1, donc qui sont âgés de 6-7 ans, ont principalement voté pour les supports audiovisuels comme les vidéos que vous venez de voir. Et les CE2, CM1, CM2 ont principalement voté pour les supports écrits comme les BD. Donc ça nous montre bien, encore une fois, l'importance du choix du support en fonction de l'âge de l'enfant pour mieux les toucher. Et il y a un autre point essentiel qui est important, c'est la référence à un héros qu'ils connaissent bien, comme les Mignons. On peut voir qu'il y a eu plus de votes pour ce genre de projet. Donc il nous a semblé important d'avoir la vision des enfants suite à ce projet. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est qu'ils ont tous apprécié le sujet et le projet, et qu'ils sont prêts à reparticiper à un projet comme ça. Il y a des messages importants aussi, c'est qu'ils n'ont plus peur pour certains de faire une radio par exemple. Ils savent que ça fait pas mal maintenant. Et plein de choses comme ça, comme il ne faut pas bouger. Donc c'est des choses importantes qu'on a réussi à le transmettre à travers ce projet, donc on peut être fier de ça, parce qu'ils l'ont compris en fait au travers de nos travaux. Maintenant, la vision des étudiants. Donc là, c'est plusieurs avis de mes camarades de la section. Donc ça a demandé du travail d'équipe, adapter le langage des enfants, retourner en enfance pour mieux comprendre ce qui nous est demandé, s'améliorer dans la prise en charge des enfants et donner le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir aux enfants. Alors la vision maintenant de l'équipe enseignante, on a tous été quand même une fois de plus très heureux de les voir très investis dans ce projet, même si au départ ils partaient encore avec beaucoup d'angoisse et pas vraiment savoir où ils allaient. Ils sont tous revenus, effectivement, comme Gaëtan le disait, sur leurs heures libres pour ceux qui n'avaient pas terminé le projet, parce qu'il y a des projets qui ont été quand même très très longs à démarrer, et puis il y a des projets qui ont demandé quand même énormément de travail. Ils sont tous revenus, ils sont tous restés parfois tard le soir, mais on voyait que ce n'était pas quelque chose qui les dérangeait énormément. Ils ont vraiment fait preuve d'un très bon travail en équipe. Alors Gaëtan le disait, il y a des personnalités différentes, mais ça c'est ce que vous allez retrouver dans le domaine professionnel. Et c'est l'ensemble de ces personnalités qui font la force d'une équipe. Et ils ont tous trouvé leur place dans les équipes. Et voilà, celui qui était un petit peu plus expert en art plastique, il a pris le dessus sur celui qui a un petit peu plus d'expertise dans le domaine de la communication. Donc ils ont tous trouvé leur place. Ils ont tous fait beaucoup de récup. Et ça, on peut les féliciter parce qu'ils ont su récupérer. Et ça, c'était une consigne qui leur était donnée. Vraiment beaucoup de joie de vivre, des beaux moments de partage parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de prendre du temps avec vous quand on est en TP et d'apprécier ces moments un petit peu favorisés au niveau des travaux pratiques. Et puis voilà, l'an dernier on avait fait un autre projet qui était déjà très bien. Cette année c'était super et puis l'année prochaine ce sera encore mieux, j'espère. Donc en conclusion, on peut dire que ce projet est un succès pour nous-mêmes en tant qu'étudiants, les enfants et l'équipe enseignante. Le petit bémol du projet, c'est la participation à toutes les étapes qu'on n'a pas pu faire, mais ce n'est pas de notre faute forcément, et ça sera bien pour les autres projets, parce que ça pourrait être mis en place. Et l'avenir du projet, il va être énorme, parce qu'on entend parler dans toute la France, et on prévoit un truc béton pour la 3e édition de ce projet. Voilà. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup.
j'attends Jonathan éventuellement pour faire la petite conclusion. À ça. Quoi? Ouais, tu ferais bien d'avoir peur. Je tiens à vous remercier tous d'être venus aujourd'hui. C'était une très bonne journée. Il y a eu quelques interventions avec des couacs. Il y a eu de très bonnes interventions. On a appris énormément de choses. Pour vous dire, la première journée junior, c'était une expérimentation. Voilà, on ne savait pas ce que ça allait donner. On ne savait pas si on allait continuer. Et sauf que aujourd'hui, on a déjà sur d'autres projets. Donc la deuxième journée junior est déjà en marche. Voilà, on a parlé avec certains pour faire une deuxième journée junior. Donc voilà, c'est en marche. Ça sera sûrement sur Paris. Donc voilà, je vous remercie tous d'être venus. Voilà. Je pense qu'on peut bien applaudir Jonathan parce qu'il s'est bien défendu sur cette journée. Ouais. Franchement, il m'épate. Voilà. Vous êtes soutenus. Voilà.